Bonjour à vous, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence par laquelle on va aborder un sujet croustillant, intéressant pour les entrepreneurs, comment on réussit à financer des projets. On va essayer plus ou moins d'être un peu plus spécifique, mais toutes les recommandations, tous les conseils qu'on va donner sont valables pour les projets innovants, start-up. D'accord. Donc là, il y a des intervenants de choix et de qualité auxquels je suis ravi de les avoir avec moi. D'ailleurs, je vais passer la main à chacun d'entre eux afin qu'ils puissent se présenter. Parce que si moi, je vais commencer à présenter chacun, je vais oublier, je n'ai pas envie de faire défaut à leur long CV. Je vais commencer par toi, Cyril, par toi, pardon, Achille. Donc, je vais respecter l'ordre de personnes, de positionnement de chacun. Achille, il est jeune, mais il a un talent de dingue. Donc, j'aimerais bien que tu te présentes auprès des personnes qui ne te connaissent pas. Vas-y à toi. Bonjour, merci Mehdi. Bonjour à tous, je suis Achille, Achille Lagbé, je suis entrepreneur dans le Web3. J'ai eu la chance justement avant d'entreprendre, de faire une thèse sur le sujet. Donc, je travaillé pendant 5 ans sur la réglementation des marchés cryptoactifs, voilà, à l'aune du règlement MiCA. Et par la suite, on a implémenté en fait la thèse. Voilà, donc Tu vas sur présenter dans que pas je vais longtemps. présenter aussi dans pas longtemps. Voilà. Et au-delà de ma casquette d'entrepreneur, je suis administrateur dans des entreprises et aussi professeur de finance dans les écoles de commerce. Merci. Et il a un projet de dingue, je vais en parler tout à l'heure, qui permet de financer des entreprises entre la France, le monde. Avant, c'était la France et l'Afrique, maintenant le monde. On en parlera tout à l'heure. Cyril Armange, directeur adjoint de Finance Innovation. Merci Mehdi, donc enchanté, Cyril. Je suis effectivement directeur général adjoint de Finance Innovation. Alors Finance Innovation, c'est un pôle de compétitivité. Derrière ce nom barbare, en fait, c'est une plateforme de rencontre. En fait, nous, on est mythique, donc on met en relation l'ensemble des acteurs du secteur financier, que ce soit des grands groupes, des startups, des PME, des centres d'excellence académique, des pouvoirs publics, comme la région aujourd'hui. Et notre idée, justement, c'est de créer des relations pérennes autour des questions liées à la digitalisation pardon, du secteur financier. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Cyril. D'autant plus que j'étais à dire que Finance Innovation permet d'avoir beaucoup d'outils, beaucoup de journées, Finov, Crypto Day, Finance Day, auxquels j'ai eu la joie de participer. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités pour les entreprises d'adhérer, d'avoir forcément plein d'outils à leur disposition. Après, le jeune, pas le jeune, mais en tant qu'une expérience assez fournie, et j'aimerais bien que tu te présentes et en plus permettre de dire comment tu es ambassadeur Oui, bien sûr. à French Tech. Vas-y. Bonjour à tout le monde, donc Benjamin Goldstein. Je suis ambassadeur pour la French Tech à Paris sur le sujet du Web3. Donc, j'organise des événements, j'essaie de fédérer les communautés et tout ça bénévolement. En parallèle de ça, je suis employé dans une entreprise de services financiers qui s'appelle Davency, dont l'objectif est de créer la banque privée 3.0. Et on fait partie du coup de Finance Innovation aussi, donc je confirme tous les propos qui ont été tenus jusqu'à présent. Merci beaucoup. Et enfin, et c'est le meilleur aussi d'entre nous, tu peux te présenter aussi. Bonjour à tous, donc moi c'est Mathieu Chassagne, je suis consultant blockchain, Web3 et IA notamment. Je ne suis pas développeur, je le dis tout de suite. J'organise des événements avec Offchain du coup à Lyon et à Paris. J'ai un métavers aussi qui s'appelle Bean Meta qui a organisé un concert récemment avec notamment Gims qui est un rappeur connu. Voilà, donc Merci beaucoup à toi, d'autant plus que tu as un éclairage assez intéressant. Donc, on a quand même des acteurs qui peuvent vous aider à avoir un peu plus les outils de financement. Donc, je vais commencer par des questions généralistes. Après, on va rentrer dans le vif du sujet et on va laisser une marge par laquelle vous pouvez poser des questions. On voit que laquelle on va essayer de répondre. Je vais commencer par toi, cher Cyril. Après, je vais passer à toi, Achille, par des questions générales. Quels critères pour le financement de projets en général et blockchain? Quels sont les critères auxquels tu penses que ce projet-là, il a des chances d'avoir des sources de financement? Alors, je pense que il n'y a pas de spécificité en fait sectorielle. Hein. Je veux dire, quand vous financez un projet, avant tout, je pense que le plus important, c'est l'equity story en fait. Quelle est votre idée? À quel besoin vous répondez? Quel est votre marché? C'est des questions en fait assez classiques, assez basiques que vous connaissez. Mais quand vous levez des fonds, il faut surtout intéresser l'investisseur en fait. Donc vous avez une bonne idée, oui, mais est-ce que votre idée intéresse l'investisseur? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vous avez une idée, mais comment vous l'exécutez en fait? Parce que le cœur du réacteur, c'est l'exécution de votre idée. Donc, quelle est votre structure organisationnelle? Quelle est votre équipe?
Avez-vous anticipé justement le recrutement de profils adaptés selon le secteur dans lequel vous évoluez? C'est vraiment ces questions en fait qu'un investisseur va regarder. Est-ce que vous, vous êtes préparé pour une levée de fonds? Heu, Quelles sont votre vision? Quel est votre storytelling justement que vous proposez? Donc au final, il y a évidemment le projet, il y a évidemment ses implications économiques, sa croissance, mais il y a surtout, et je pense qu'Achille va le confirmer, mais il y a surtout qui vous êtes en fait. Je veux dire, avant tout, ça reste de l'humain et c'est important pour l'investisseur de voir qui vous êtes, ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous êtes passionné par ce que vous faites? Et puis, enfin, entre nous, l'investisseur, il investit chez vous parce qu'il cherche de la rentabilité en fait, hein. Il ne le fait pas par amour ou autre chose. Je veux dire, ça reste absolument. Je veux dire, voilà, c'est pas de la philanthropie, ça reste un business en fait. Donc en fait, il y a l'incarnation de votre projet qui est très important et ça passe par vous qui êtes le fondateur ou le cofondeur ou l'associé, etc. Et tout. Mais avant tout, je pense que c'est votre personnalité qui joue énormément. C'est votre équipe, c'est évidemment l'idée, mais c'est surtout c'est le côté opérationnel, c'est comment vous comptez exécuter l'idée. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir, mais quand vous faites une levée de fonds, en général, il faut déjà anticiper la deuxième en fait. Et parce qu'on est sur des streams de projets qui sont entre 18 et 24 mois. Donc, il ne faut pas venir juste pour faire une levée de fonds, parce que j'ai envie de dire ça, c'est un petit peu facile, mais c'est comment vous anticipez en fait le séquencement, le process en fait de développement de votre projet en fait. Et ça, souvent, beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas ça en tête, en fait. Ils ont juste une approche un peu court-termiste. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un contexte financier où l'argent facile n'existe plus, c'est terminé, en fait, hein. Donc, on est dans un contexte de crise. Donc, autant les investisseurs ont les poches et les bourses pleines, mais ils vont être beaucoup plus attentifs, en fait, à la manière dont vous êtes capable de développer votre modèle économique sans financement, en fait. Et ça, c'est un point important qu'il faut avoir en tête. Merci beaucoup, Cyril. Donc, quelque part, il est difficile de rajouter plus, d'autant plus que je tourne la parole rapidement à toi, Achille, vu que tu es en contact avec d'autres interlocuteurs, non seulement en français, mais aussi à l'étranger. Qu'est-ce qu'on peut dire en rajout? Cyril a tout dit, mais qu'est-ce que tu peux en dire aussi par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que certains projets peuvent réussir le financement, attirer les investisseurs et d'autres ne peuvent pas le faire? Merci Mehdi. Alors moi je pense que quand on parle de financement, on parle aussi de stratégie. Voilà, donc malheureusement beaucoup d'entrepreneurs en fait arrivent au financement sans stratégie. Autant on élabore la stratégie commerciale, autant on va élaborer la stratégie opérationnelle, autant on devrait élaborer la stratégie financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre en place des milestones, c'est-à-dire là je crée l'entreprise, mais je ne la crée pas pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc il faut avoir ce que j'appelle la vision stratégique défiante. Et quand vous avez cette vision stratégique, en fait, vous avez l'âme du projet, l'âme de l'entreprise. C'est quelque chose que je vois qui est transparent. Donc, quand on rencontre une personne en face de nous qui n'a pas l'âme du projet en interne, en fait, ça ne marche pas. Voilà. Et c'est un critère qui est intuitif, mais qui est aussi lié en fait à votre personnalité, parce qu'on va vouloir miser en fait sur un profil, sur une personne en laquelle on croit. Donc ça, c'est très important. Quand on a dit cela, en fait, voilà, en termes de financement, il y a plusieurs méthodes. Je pense qu'on va y revenir dans les Parfait. questions qui vont revenir. Mais j'insiste quand même sur le fait que la finance, la levée de fonds, c'est de la stratégie. Donc, il faut la penser sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, de façon très claire et avec tous les instruments que cela peut induire. La seconde chose aussi, c'est qu'on ne va pas investir dans une personne, on va investir dans une équipe. Je pense que Cyril l'a dit. Donc, c'est très important de se faire entourer d'acteurs, puisqu'en fait, l'investisseur va rechercher la complémentarité de compétences. C'est ça qui fait en fait l'entreprise. Voilà. Et puis, dernière chose, sur les critères, je pense qu'après, c'est tout le schéma organisationnel. Voilà, il faut être structuré, il faut être organisé en fait. Il faut se dire, tiens, je me lance, mais dans une perspective de très long terme. C'est très important. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, Mehdi, mais je pense qu'en gros, c'est un peu les points sur lesquels je voulais relever. Merci beaucoup à vous deux parce que quelque part, et j'en fais un petit peu le témoignage, pour raconter quelques anecdotes, parfois des personnes qui viennent à moi pour des cabinets de conseil, le projet est mal fait, pas une seule personne, et ils pensent qu'il va lever des millions. Et c'est vraiment récurrent et c'est consternant tout le temps en disant mais
ce n'est plus le cas. On ne peut pas lever des projets avec un PowerPoint, même si tu es un beau gosse et que tu parles bien. Il faut absolument que tu saches qu'il faut avoir des éléments pertinents. Donc, c'est pour cela que je voulais absolument avoir cette introduction avec des opérationnels comme Cyril qui travaille en contact avec des entreprises depuis des années et en plus Achille avec laquelle il a monté un projet innovant que je vais bien vous le démontrer tout à l'heure. Je Peut-être, passe à... peut-être, Mehdi, juste pour effectivement corroborer tes propos, c'est vrai qu'on est dans le Web3, la blockchain, donc c'est vrai que ça paraît toujours séduisant, mais en fait, on est dans un secteur qui est en fait en train de se développer avec des use cases. La maturité n'est pas forcément la même que un secteur comme le paiement ou l'assurance. Donc c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on se dit putain, j'ai une superbe idée, je vais blockchainiser quelque chose et tout, et souvent on se rend compte que la blockchain n'est pas nécessaire en fait. Exactement. Donc au-delà de la hype effectivement qui est autour du sujet, c'est vraiment, il faut vraiment avoir en tête de proposer quelque chose qui a de la valeur et qui répond à un problème en fait. C'est vraiment vous devez avoir le mindset de solution de provider, et beaucoup se perdent en fait entre l'IA et la blockchain sur des choses qui sont tout à fait Exactement. compliquées et pas forcément utiles. D'ailleurs, tu me tends la perche. À la fin, je vais poser un QCM à l'auditoire pour savoir quels sont les critères de faire lancer un projet blockchain. Ça m'intéresse. Merci beaucoup, Cyril, pour l'idée. Je me tourne vers toi, Benoît. Et là, on va rentrer un tout petit peu dans l'opérationnel. Lorsqu'on fait un projet, la première chose, c'est notre économie, c'est l'oven money, c'est les personnes qui nous entourent, la famille, les amis. Et parfois, on dit, on va tourner auprès du public. Selon toi, cher Benoît, quels sont les moyens de financement publics existants à la disposition des startups? Eh bien, cette question est pas très compliquée. Une startup Web3, c'est une startup normale. Donc, vous avez le droit exactement aux mêmes aides que toutes les autres startups en France. Voilà, c'est simple, c'est facile. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a à différentes strates. Et c'est ça qui est important de retenir. Vous en avez à l'échelle de l'État, au niveau de la BPI France. Vous avez les chèques emploi-export en fonction de l'ancienneté de votre entreprise, qui peuvent vous aider à vous exporter, notamment pour aller au CES, par exemple, si vous avez envie. Vous avez la possibilité de demander des aides dès votre amorçage auprès de la French Tech en tant qu'entité et pas en tant que French Tech BPI France. C'est bien deux choses différentes. Vous avez deux programmes qui sont accessibles sur le site de la French Tech de votre région directement, où tout est expliqué, notamment Tremplin. Et vous avez des critères socio-économiques. Donc, si vous y répondez, vous y avez droit, tout simplement. Après, vous avez des subventions au niveau municipal, au niveau régional. Et ben voilà, ça fait à peu près tout. C'est déjà pas mal. En France, on a la chance de bien être accompagné. Et il faut il faut déjà l'identifier, se renseigner un minimum, parce que c'est malgré tout beaucoup de paperasse. Maintenant, quand on reçoit au démarrage de son entreprise 50 000 €, bon bah ça aide à bien démarrer. Donc, il y a aussi évidemment le prêt d'honneur auprès de BPI France. Ça, c'est quelque chose que, bon, il faut voir après si vous êtes... Ouais, c'est non dilutif. Le problème, c'est que vous êtes caution personnelle. Donc, il faut aussi le savoir et bien l'anticiper. Voilà, pour ce qui est des subventions publiques, en tout cas, n'hésitez pas à les solliciter parce que pour le coup, il y a de quoi faire. Merci beaucoup. Donc, quelque part, il ne faut pas être fainéant, il faut se documenter. Et c'est vrai que le millefeuille des aides, il est assez complexe, mais lorsqu'on peut avoir au bout 40 000, 50 000 et même plus, moi je connais une entreprise sans citer, ils ont reçu, et là on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a des... moi j'ai assisté à une conférence ministérielle où les gens disent aux entreprises françaises, demandez des subventions nationales, européennes, parce que le paquet, il n'est pas utilisé. Les entreprises espagnoles, les entreprises portugaises, les entreprises allemandes sont très, très, très à la pointe de chercher les subventions. Là, il faut être présent dans les events, il faut être assistant dans les meet-ups. Donc, c'est là que les entreprises permettent d'augmenter leur visibilité et leur demande d'intérêt. J'ajouterais juste par rapport à ça, tu me fais penser à quelque chose, il y a deux éléments auxquels les entreprises ne pensent jamais. Un, c'est les entreprises qui vous sourcent les aides publiques. Et deux, c'est les remises d'impôts. Donc, il y a deux types de remises d'impôts. Il y a les provisions. Donc, à la fin du premier exercice, on vous autorise à mettre sur 2 ans la déclaration fiscale. Et l'autre possibilité, c'est de solliciter de la R&D, en fait, des budgets R&D auprès de BPI France. Recherche et développement. Recherche et développement. Et crédit et l'impôt recherche aussi. Donc, Ouais, donc il y a pas mal de choses. Entourez-vous soit d'une société qui les connaît parfaitement, soit d'un très bon comptable, parce que dans tous les cas, ça vous serait utile. Tu fais bien parce que déjà à Finance Innovation, il y avait déjà une entreprise qui est venue faire un très beau webinaire
J'espère que la vidéo est encore en cours, parce que c'est vraiment appréciable de la voir. Si vous n'avez pas le temps, il y a des entreprises qui vous prennent des fees, ils vous ramènent de l'argent qui vous revient. Exemple, si je dis, je veux vous aider d'avoir 50 000 et je prends 5 000, c'est pas grave, prenez les 5 000, je prends 45 000, parce que moi, j'ai pas le temps de les chercher. On a parlé un tout petit peu de subventions publiques, donc je me tourne vers toi pour tout ce qui concerne le monde alternatif de levée de fonds, d'autres façons de voir via les ICO. Ouais. Ça a baissé en 2017, maintenant ça revient tranquillement, mais bien. Ouais. Qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus, Mathieu? Juste, est-ce qu'il y a des créateurs de start-up ici? Des gens qui. Magnifique, beaucoup de personnes, super. Ok. Pour l'opérationnel, 3 semaines pour la roadmap, on va dire, sur le court terme. 3 ans pour une vision d'évolution de la start-up et 100 ans pour se dire, si je développe un projet et que ça va très loin, quelle est la vision que je veux avoir à long terme? Parce qu'en fait, les investisseurs, ils vont vouloir voir quelque part ces 3 phases-là. Voilà, c'était un petit mot Merci là-dessus. beaucoup. Déjà, c'est un concentré, ce qu'il vient de dire. Ouais. C'est un concentré. La ICO commence à revenir. Donc, il faut absolument pouvoir faire, si vous voulez faire une levée de fonds en ICO, c'est possible. Et si je l'explique à ma grand-mère, il faut qu'elle comprenne aussi. Voilà, C'est important. Ou à mon enfant de 5 ans, ça marche aussi. super. Pour les ICO, Initial Coin Offering, donc proposer un jeton sur le marché pour lever des fonds auprès du public. En fait, c'est une levée de fonds quelque part classique. C'est juste que n'importe qui va pouvoir, avec sa carte bleue, investir sans difficulté. C'est vrai que alors il y a l'ancien bull market qui et le précédent encore qui ont fait ressortir des grosses ICO. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué puisque l'argent n'est plus gratuit, on va dire, puisque les banques centrales n'impriment plus comme avant. Et donc, avant de vouloir faire une ICO, il faut se poser la question, pourquoi je vais aller chercher du financement auprès d'un public? Parce que, effectivement, il peut y avoir des subventions qui viennent du public. On peut aller voir des investisseurs privés. Et l'ICO, c'est dire, je vais prendre ma proposition de valeur, l'envoyer au monde entier et quelle est la promesse que je vais délivrer avec l'argent que je vais récupérer. En fait, vous avez une dette auprès de votre communauté. C'est ça l'histoire. Et pour Si le faire une projet est ICO, sérieux, forcément, on n'a pas peur de la dette, parce qu'on a quelque chose de solide, de bien construit. effectivement, mais dans le réel, il y a énormément de ce qu'on appelle des scams, donc des arnaques, puisque, alors ICO en Initial Coin Offering, le coin, on peut le remplacer notamment par un NFT, un jeton non fongible. Donc ça, c'est une INO, Initial NFT Offering. Beaucoup ont fait ça, notamment dans le gaming, et c'était en fait pour constituer une première communauté dans le Web3. Donc on ouvre un canal Discord, on réunit des gens, on prévoit un événement où on va faire ce qu'on appelle un mint. Mint, c'est frapper la monnaie. Donc en fait, les gens payent uniquement les frais de gaz, voire un petit prix en fonction des projets, mais l'idée, c'est constituer la communauté. Je ne sais pas si tu voulais. Ça demande justement, je vais juste faire. Après l'ICO, il y a aussi les STO, Security Token Offering. C'est la même chose qu'une levée de fonds classique en equity, sauf qu'il y a le sous-jacent blockchain, en fait. Mais les règles sont les mêmes que la finance classique. Merci beaucoup à toi, Mathieu. Donc, je tiens juste à préciser, lorsqu'on veut faire un ICO, l'idée initiale et surtout superbe, c'est s'adresser à la communauté monde. Ça nécessite une compétence supplémentaire, le Discord, qu'il faut parler anglais, qu'il faut avoir un community manager. Donc, ça nécessite aussi des personnes qui peuvent porter la voix de votre projet, porter la voix auprès des investisseurs, ne pas peur de la langue de Shakespeare. Oui, et si je peux vous donner un exemple d'un projet que je suis qui s'appelle For a Better World. C'est un projet philanthropique, en partie et capitalistique de l'autre. Leur proposition de valeur, c'est vous en avez marre d'un monde funeste, rejoignez-nous pour construire un monde meilleur. Ah bon. Voilà. Ça, c'est la proposition de valeur. Et après, il y a tout derrière. Il y a le storytelling de dire le train pour le monde meilleur, il est en train de partir. Donc, prenez un billet et prenez place pour un monde meilleur. Et donc, ils sont en train de créer justement notamment une landing page pour pouvoir constituer leur première communauté. Ils réfléchissent à faire effectivement un free mint pour avoir un maximum de personnes qui seront whitelistées, donc qui seront prioritaires pour un NFT fondateur de leur communauté. Voilà, vous avez compris c'est quoi whitelisté? Ça vous parle? Ouais, j'ai pas parlé chinois, c'est bon. Bon, ça va. C'est cool. Voilà, c'est pour un exemple. Merci beaucoup. Je me tourne vers toi, Achille.
Donc Achille, c'est un doctorant, plusieurs titres au niveau monde. Il participe avec l'organisation africaine, il est un observateur et un expert. Tu as fait un projet qui s'appelle le LIOR, c'est un token, donc ça tombe bien avec la transition de Mathieu. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton projet? Peut-être ça peut intéresser des personnes de participer, d'intégrer ou demander un peu plus d'informations. Qu'est-ce que tu peux en dire de ce projet? Sans parler 4 heures, hein. Merci Mehdi. Alors, par quoi commencer? Alors, moi, j'ai eu la chance, en fait, après le bac, tout de suite, j'ai créé une fondation. Donc, je me suis mis à investir, en fait, dans mes premières années. Avec des amis, on a créé un club d'investissement et on a commencé à investir sur le marché financier. Et voilà, donc, on a récapitalisé l'argent qu'on a gagné année après année jusqu'à la fin des études. On avait un bon petit pactole de plus de 100 000 euros. Et après, ben, je démarre ma carrière en 2013-14 en Allemagne. Et du coup, ma motivation pour le travail change parce que je comprends que gagner de l'argent, c'est une autre chose. Avoir un statut dans la société, c'est-à-dire être médecin, être professeur, c'est un statut social. Et du coup, je réalise que ma vocation, c'était pas ça. Du coup, je repars à mes amours ben, de première année et je décide justement de populariser en fait l'organisation à partir de 2014-15. Et comme j'ai eu la chance aussi dans mon parcours d'avoir beaucoup voyagé, on le développe dans beaucoup de pays du monde. Et du coup, bon, voilà, c'est comme ça que vient la célébrité, la notoriété. Et en 2014, en 2015-16, en fait, le fonds grossit. On commence à investir dans des entreprises dans pas mal de pays. Et en 2017, on décide de créer un jeton, le LIOR. Voilà comment le LIOR apparaît. Donc, le LIOR, c'est un token de gouvernance. Puisque Il y a une raison de choisir le mot LIOR? Ouais, alors le mot LIOR signifie en langue hébreu lumière. Donc, c'est la lumière, en fait. Voilà. Voilà. Et justement, on a une vision universelle, parce que moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, aussi en Afrique du Sud et en Suisse. Et dans mon parcours, j'ai rencontré énormément de personnes. Donc, forcément, tu te sens à un certain moment donné citoyen du monde. Tu comprends les différences culturelles. Et après, je réalise que le besoin, il est pareil que nous, qu'on soit en Europe, en Asie, aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là, on se dit, tiens, il faut faire quelque chose. Donc voilà comment le LIO apparaît. Donc on le lance justement il y a 8 mois, en septembre dernier, puisqu'aujourd'hui l'organisation que je préside, que je fondée en fait, est présente dans 50 pays. On est à peu près 6 000 personnes et on a investi collectivement plus de 14 voire 15 millions d'euros dans pas mal de projets. Donc en tant qu'organisation, on était tout à fait éligible à créer un token DAO, puisqu'on on a des problématiques de gouvernance. DAO, ça vous parle? Très bien. Voilà, donc on a des problématiques de gouvernance. Et du coup, c'est adopté par le conseil d'administration. Et bon, voilà, on crée le token DAO qui avait pour vocation justement d'avoir beaucoup de rôles dans l'écosystème. Donc, on a créé le LIOS et le LIOG. Je vais expliquer la différence. Donc, le LIOS, en fait, c'est un token qui nous permet justement de payer le membership de l'organisation. Parce qu'en fait, on a deux types d'individus qui animent l'organisation, c'est-à-dire des entreprises. Des personnes et des entreprises. Et des personnes aussi. Voilà, donc les entreprises sont membres à 2 000 euros par an et les personnes physiques, c'est à 500 euros. Du coup, et comme on a beaucoup de membres en France, en Chine, en Inde, en Afrique, un peu partout, et que chacun a sa devise locale, on se dit, tiens, avant de payer ton membership, tu convertis ta devise locale en LIOS et du coup, tu payes ton membership. Vous voyez, c'était très simple. Donc, et du coup, ça nous a permis justement ça justifiait la création. Juste paraphraser un peu, parce que quelque part, tu maîtrises le projet, Ouais. mais ça peut être un petit peu compliqué pour l'auditoire. Lorsqu'on est dans un monde développé, on a le marché financier. C'est-à-dire que les entreprises, lorsqu'elles veulent avoir à emprunter, ne s'orientent pas directement aux banques. Elles s'orientent directement au marché financier. Air France, si elle veut acheter un avion, elle ne va pas demander un crédit à la banque. Elle va créer ce qu'on appelle dans les finances structurées un SPV, et c'est ça qui lui permet d'accéder au financement de son avion. On appelle ça le financement mobilier. C'est la même chose pour Disneyland. Il ne va pas demander aux banques. D'accord? Donc, l'idée impressionnante de ce projet, c'est créer carrément un marché monétaire pour les entreprises. Vous êtes des futurs entrepreneurs d'entreprise, vous pouvez adhérer pour avoir justement un conseil qui va vous aider à avoir justement du financement et surveiller votre performance et vous permettre justement d'avoir accès à la liquidité. Donc il y a toujours une rencontre entre ceux qui ont du financement et ceux qui ne l'ont pas. Exactement. Voilà, donc là, je pense que Mehdi vient de toucher en fait la notion des marchés, donc je vais élaborer sur cette partie dans la fin de mon propos. Mais déjà, on était leader de l'IOS.
Donc, il y a ce token de gouvernance qui permet de faire pas mal de choses. Du coup, le membership, donc paiement en interne. Deuxième cas d'usage, ça nous permet de voter. Parce qu'en fait, avant de financer un projet, en fait, on dépense le lieu pour voter. Donc, c'est un instrument de gouvernance. Troisième cas d'usage, comme il a dit, en fait, on a développé une plateforme de marché primaire et de marché secondaire en lien avec ma thèse, puisque je disais tantôt que j'avais travaillé sur la réglementation des marchés cryptoactifs dans le cadre du financement des entreprises. Donc, quand on parle de marché cryptoactifs, on parle forcément de marché primaire, première émission, de marché secondaire, Secondaire, effectivement. listing. Donc, on a investi énormément d'argent en 5 ans. On s'est doté d'un marché primaire et d'un marché secondaire. Voilà. Donc, du coup, on liste votre entreprise sur la plateforme de marché, exactement comme il a dit, comme si on était sur le marché financier classique. Pour vous donner un exemple, imaginez que moi, je crée ma boîte avec un capital social de 1 000 euros, d'accord? Et je suis actionnaire avec mes amis là, sur le panel, et que moi, je détiens 50%, il en détient 20, 20 et 10. Vous voyez? Donc, quand on va diviser les 1 000 euros par 10 euros, la part sociale de l'entreprise, ça fait 100 parts. Du coup, moi, j'ai 50 parts, 20, 20, 10 parts. Alors, ce que beaucoup ne savent pas, la finance commence à ce niveau-là. Parce que Partage de risque, exactement, partage des gains, partage de gains, mais partage de risque. surtout les titres. Je parlais de stratégie financière. Dès que nous faisons ça net, on est au cœur de la stratégie financière. Parce que c'est un instrument que vous devez manipuler pour vous permettre d'augmenter, de réduire le capital. En fait, ce qu'on appelle en finance, d'élaborer des stratégies de haut de bilan et de bas de bilan. Mais beaucoup ne savent pas faire ça. C'est-à-dire, ils n'ont pas la vision stratégique. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va lister le token de cette entreprise exactement comme si c'était le token de LVMH, de BNP Paribas. Donc, ça va schématiser ça. Et derrière ça, on va déployer des systèmes de valorisation et de notation. Parce qu'une entreprise, même si on a 1 000 euros de capital social, ce n'est pas la valeur de la boîte, on est bien d'accord. Parce que la valeur, On est engagé. on est engagé. Donc, on va tenter de valoriser la boîte par des méthodes empiriques. Donc, classiquement, il y a 3 approches. Il y a la... T'es là. Après, je te redonne la parole. D'accord. Je sais que tu es un passionné, tu vas prendre tout le panel. En Très tout bien. cas, l'idée, c'est que vous allez vous imiter ce projet, ou du moins faire part d'un projet qui existe, qui a déjà fédéré beaucoup de membres à travers le monde, et ça peut être une source de financement assez intéressante. Je me tourne vers toi, cher Cyril, avec une question auquel c'est le cœur de ton quotidien. Vous avez avec Finance Innovation un lot d'outils et de visibilité, parce que lorsque vous êtes une entreprise, vous faites un bon produit, si vous ne le faites pas savoir, bah, ça ne sert à rien. Il faut absolument que vous êtes à la confrontation de votre marché, et c'est très important. Qu'est-ce que tu peux nous résumer? Quels sont les outils? Qu'est-ce que je vais gagner en adhérant à Finance Innovation afin de pouvoir augmenter mes chances de conquérir des marchés? Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu sur ça, s'il te plaît? Oui, oui, je présentais Finance Innovation en amont de l'événement comme mythique, en fait, comme un lieu de rencontre. En fait. Notre idée, en fait, avant tout, c'est, en tout cas au sujet des startups, de l'entrepreneur, c'est de pouvoir de l'éduquer, c'est pouvoir l'accompagner, c'est pouvoir l'augmenter, c'est pouvoir le coacher, en fait. Et du coup, on développe une série d'événements, de lieux de socialisation où on va challenger l'entrepreneur, que ce soit sur son pitch, savoir comment il pitch, en fait. Est-ce qu'il sait parler devant un public? Est-ce qu'il sait présenter son idée? Est-ce qu'il sait intéresser l'investisseur? On va également le confronter à des experts issus du secteur de la finance. Vous avez compris que nous, on est dans le secteur financier. Donc, on va le confronter à des experts pour pouvoir challenger son business model, pour challenger son business plan. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir en fait une forme d'éducation de nos entrepreneurs pour qu'ils puissent en fait réussir. En fait. Notre idée, c'est vraiment, au-delà de la levée de fonds, c'est que l'entrepreneur puisse accompagner sa croissance pour qu'il puisse vraiment comprendre les tenants et aboutissants et les attentes en fait, de son secteur. Et donc, Finance Innovation, effectivement, et, avec la French Tech, avec BPI France, avec des acteurs comme Achille, on milite justement pour créer ce network, cette plateforme d'échange pour accompagner nos entrepreneurs, accompagner l'industrie sur le fait aujourd'hui que voilà, il y a une nouvelle source strate d'acteurs qui existent que sont les startups. Les banques, elles ont besoin de comprendre en fait comment ces acteurs évoluent, hein, parce qu'il y a une différence en fait dans la perception du temps. Quand vous êtes start-upper, votre idée c'est de révolutionner le temps en fait, c'est d'aller vite.
faites un peu de bootstrapping, vous avez peu de moyens, mais vous proposez une valeur ajoutée qui est très forte. La banque, elle a son temps. Voilà, et la banque, en fait, elle est dans la gestion du temps, en fait. Donc, et du coup, la perception du risque n'est pas la même. Et d'ailleurs, les banques ne prennent pas de risque, en fait, puisqu'elles sont là pour garantir un peu ce trust, cette confiance-là. Et nous, justement, on va essayer de challenger un peu l'ensemble pour que chacun puisse travailler ensemble. Je me souviens que au début de l'ère des fintech, on disait que oui, les fintech vont disrupter le secteur bancaire, il y a des banques qui vont disparaître, etc. Et tout. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une autre optique, on est plutôt dans une perspective de collaboration, de compétition, comme certains disent. On n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix. Je pense que s'il y avait un ennemi, entre guillemets, à lister, ce serait plutôt les plateformes type GAFAM. Mais vraiment, voilà, l'idée, c'est aujourd'hui, on est capable, par de l'éducation, par de la vidéo, par des meetings, par du coaching, justement, d'accompagner les entrepreneurs pour qu'ils puissent réussir, en fait, dans leur aventure. Hein. Et encore une fois, je veux dire, être entrepreneur, ce ne se résume pas à lever des fonds. C'est exécuter son idée, avoir un produit et surtout vendre son produit. L'idée de base, c'est ça, en fait. Je pense que, et Mathieu l'a un peu dit, l'argent facile, c'est terminé, en fait. Là, on est dans des contextes économiques où il y a de l'inflation. Absolument, absolument, absolument. Et je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête, en fait. Merci beaucoup. C'est d'autant plus que le projet extraordinaire que tu fais avec Finance Innovation, c'est faire des ponts entre l'ancien monde et le nouveau. Godzilla, c'est les banques. Le monde nouveau, c'est nous, les fourmis. Hein. Donc, si on peut gueuler très fort en disant on va désurber les banques, ça ne marchera pas. Il faut faire avec eux. Il ne faut pas faire contre eux. N'oublions pas, en 2008, lorsque dans les G7, M. Sarkozy, M. Obama, ils ont dit on va arrêter les banques ils ont dit c'est nous qui avons le pouvoir, c'est pas vous. Et ils ont raison. Donc, quelque part, il faut absolument être malin. Déjà, pour ouvrir le compte, il faut montrer que votre projet, c'est dans le conseil, pas forcément dans les cryptos. Ça, vous allez avoir quelques difficultés. Ça, c'est un autre sujet. Il a parlé de pitch, cher Benoît. J'ai envie de te reposer une question qui ressemble à la première, mais en tout cas, c'est intéressant pour moi. C'est Benoît. C'est Benjamin. C'est Benjamin. Tu étais Je ne presque. sais pas Il y pourquoi avait je t'ai les appelé 3 premières Benoît. lettres qui étaient bonnes. Vous m'excusez, c'est Benjamin. C'est Benjamin. Ben Voilà, aussi, ça Benjamin, marche. cher Benjamin, excuse-moi. Est-ce que tu pourrais nous dire, cher Benjamin, les éléments différenciants entre des projets que tu as vus à la French Tech qui ont réussi la levée de fonds et d'autres qui galèrent depuis 1 an et demi, ils n'arrivent pas? Quels sont les éléments différenciants que tu as relevés selon ton recul? Cher Benjamin. Dans l'écosystème en France, il y a. Je vais vraiment me concentrer sur les projets. Donc, je ne vais pas citer de noms, etc. Vous attendez pas à des grandes révélations. Je vais essayer de comparer avec quelque chose d'objectif. Je vais parler d'abord du projet dans lequel je suis aujourd'hui, qui s'appelle Davency. Nous, on a levé 14 millions d'euros lors d'une ICO l'année dernière. On a réussi cette levée de fonds en 2 mois et demi. On l'a fait via un mode opératoire 100% digitalisé, via la création d'une communauté à travers tous les types de réseaux sociaux. On a une communauté qui s'évalue à peu près à 200 000 personnes à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, cette communauté, elle évolue. Et cette communauté, et j'adore ce mot, parce qu'en fait, on a inventé un mot pour appeler un client différemment, mais c'est nos clients. Toutes ces personnes-là ne sont pas nos investisseurs. Les personnes qui sont des token holders ne possèdent aucun droit de regard sur la gestion de l'entreprise ou sur la valorisation de l'entreprise. Mais c'est contractuel, c'est pas une, comment dire, on peut les considérer comme tels, on peut leur apporter de la plus-value et leur parler comme si, le relationnel n'a pas de lien. En revanche, dans la réalité des faits, ils n'ont aucun droit de regard ou aucun droit pécuniaire sur le résultat de l'entreprise. Donc, c'est vraiment des clients et c'est comme ça qu'il faut les évaluer et c'est le contexte dans lequel les entreprises traditionnelles doivent évoluer aussi, c'est-à-dire transformer leur clientèle en communauté. C'est ce qu'on voit apparaître avec Porsche, c'est ce qu'on voit apparaître avec Lacoste, toutes ces entreprises qui commencent à venir dans Web3 avec l'envie de créer une communauté et donc, entre guillemets, d'activer leurs clients. Parce que c'est ça en fait, ce n'est que de l'activation. On essaye de réinventer des choses qui existent depuis des années pour faire les choses de façon différente en les faisant de la même manière. C'est ça qu'on essaye de vous expliquer. Donc moi, mon job, entre guillemets, c'est d'évangéliser, c'est de simplifier les choses. Et donc je pense que c'est comme ça qu'il faut les comprendre. Pour les gens qui veulent lever des fonds et qui le font mal, en général, c'est parce qu'ils ne font pas, comme l'ont dit mes amis sur scène, c'est que vous, donc je vais faire un vous général et je m'inclus dedans, on n'est pas bon partout.
et on ne peut pas l'être partout. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que les fonds d'investissement nous attendent sur tous les fondamentaux et sur toutes les verticales d'une entreprise, quelle qu'elle soit, juridique, fiscale, stratégique, équipe, ressources humaines, peu importe, et communautaire. Et en fait, et aussi sur vos KPI. Donc, vous ne pourrez pas être bon partout, c'est certain. N'essayez pas de surjouer. Je pense, moi, je suis plutôt team transparence avec mes investisseurs. Plus vous allez avoir une relation de confiance, plus la transparence des informations que vous allez communiquer est importante. Parce que si vous savez où sont vos faiblesses, vous savez demander de l'aide. Les fonds d'investissement, les family office, les business angels, les communautés ne sont pas vos ennemis. Elles sont vos amis puisqu'elles vous donnent de l'argent. Donc, elles ont intérêt à ce que vous réussissiez. Donc, quand vous donnez un plan, quand vous donnez une stratégie, il faut que vous identifiez très clairement là où vous êtes faible. Parce que si vous ne savez pas là où vous êtes faible, les gens, ils n'ont pas envie de vous faire confiance. Parce que si vous ne vous connaissez même pas vous-même, comment est-ce que vous pouvez connaître les autres? Et donc, c'est ça qui est important quand on cherche à lever des fonds, c'est d'abord apprendre à se connaître soi-même, d'être honnête avec soi-même et de réussir à l'assumer pleinement en ne passant pas pour quelqu'un qui ne comprend pas, mais au contraire pour quelqu'un qui comprend pleinement qu'il a des limites. C'est ça. Je vais raconter l'anecdote. À la Sorbonne, une fois, un professeur a raconté une histoire d'un grand entrepreneur mondial. Et cet grand entrepreneur mondial, il a dit, mon entreprise, elle est bonne, mais elle n'est pas présente dans certains pays. Donc nous, lorsqu'on entend cette critique, il est en train de se tirer une balle dans la jambe. Mais non, les investisseurs, ils ont dit, si il a affirmé cette réalité, c'est qu'il a un plan pour s'implanter dans ce genre de pays. Donc il va gagner d'autres communautés, d'autres marchés ont mis sur lui et son action, elle a augmenté après qu'il a dit ça. Et juste, je vais ajouter un petit point positif cette fois-ci. L'idée, c'est pas de dire que tout le monde est nul. Au contraire, en fait, on a tous nos forces et là où on est le meilleur par rapport aux autres, on a tous un unfair advantage. C'est obligatoire. Vous avez tous un super pouvoir qui vous différencie de quelqu'un d'autre. C'est obligatoire, ça va de pair. Donc, et par rapport au levée de fonds en Web3, si on parle de ça et qu'on reste focus sur ça, il y a un adage que tout le monde connaît, je pense, c'est follow the money. Si les fonds d'investissement institutionnels ne donnent pas d'argent pour des projets qui ne sont pas autres que des enablers, ça veut dire que si vous avez un projet qui n'est pas un enabler, il y a 99% de chances que vous n'intéressiez personne. Donc, ça veut dire qu'il faut aller ailleurs. Il y a d'autres choses qui se passent sur le Web3. Il y a des entreprises qui ont été financées, qui sont passées par plusieurs bull runs, qui aujourd'hui ont des fondations pour financer d'autres projets qui, eux, veulent construire sur justement ces enablers-là. On va parler de layer 0 et layer 1. Toutes les grandes, en fait. Vous pouvez aller demander de l'argent si vous buildez sur Ethereum, si vous buildez sur AAVE, sur Compound, sur plein d'autres choses. Et eux, ils ont des centaines de milliers de dollars à vous donner si votre projet répond aux critères. Donc, l'idée, c'est que quand vous avez un projet qui vient, pas enhance, mais c'est un franglais que j'aime pas trop, mais enfin, améliorer un écosystème pour lui donner de la plus-value. Il y a des fonds pour ça. Il y a des fonds pour ça. Donc, il n'y a pas que les manières traditionnelles, il n'y a pas que l'ICO, il n'y a pas que la STO, il y a aussi les grants. Il y a des bourses. Il y a un projet auquel j'ai vu, ils Ouais, ont eu 300 000 € de Binance. Ouais. Il y a ça, alors que, il y a les incubateurs, il y a aussi les startup studios qui en France sont excellents. Et en plus de ça, vous avez toujours la possibilité d'utiliser la DeFi, non pas comme un support de votre produit, mais comme le moyen de vous financer. Le moyen de vous financer. Vous avez des loans, vous avez la capacité de créer, de simuler la finance traditionnelle via la DeFi. C'est tout le principe de la finance décentralisée. Donc, il faut comprendre ces outils et les analyser en fait d'un point de vue pragmatique. C'est votre projet, est-ce qu'il est mass market ou est-ce qu'il est institutionnel? On ne s'adresse pas aux mêmes personnes, donc on n'a pas besoin de faire le même marketing, on n'a pas forcément besoin d'un Discord. Ça, c'est une couche supplémentaire. Mais en tout cas, il ne faut pas mépriser la communauté. Moi, je me rappelle du jeu quand on dit Crash Saga. Ils ont fait un jeu gratuit. On dit, voilà, ils sont cons, comment ils vont gagner de l'argent. Une fois qu'ils ont eu 500 millions de téléchargements, ils l'ont valorisé la boîte à plus d'1 milliard. Donc, quelque part, une fois que vous avez une communauté, vous êtes beaucoup plus écouté qu'un projet auquel vous êtes seul dans votre cuisine. Je reviens vers toi, et là, je ne vais pas me tromper de prénom. Voilà. Achille, Cyril, Benjamin, Mathieu. En plus, je vous connais, donc c'est un ballot de se tromper de prénom. Donc, je reviens vers toi, cher Mathieu. Tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure de la DeFi. Est-ce que tu peux nous dire juste l'émergence
qui vient de dire justement une transition assez intéressante de Benjamin, de ce nouveau moyen de lever de fonds avec ces grands agents, ces grands garants de la DeFi. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ça? Oui, bon, la DeFi, c'est pas pour tous les projets. Enfin, ça peut arriver dans un certain moment, mais se dire je lance un jeton sur la DeFi et je vais aller chercher des fonds sans communauté, c'est même pas la peine d'y penser. Pour moi, je pense. Euh, Et, à part quelques exceptions, oui, effectivement. Oui, mais avec la COS, oui, par exemple. Pour la DeFi, alors oui, les différentes fondations des blockchains ont ce qu'on appelle des grants. Donc, on peut proposer son projet. En fait, c'est une subvention pour pouvoir développer sur l'écosystème. Bon, très souvent, ils vous donnent une subvention pour que vous développiez sur leur blockchain, évidemment, et que vous n'alliez pas sur d'autres. Ils vont négocier des exclusivités, par exemple, sur un certain délai. tu fais penser à une histoire, je le raconterai après. Ouais. Mais ça peut être un bon levier pour, voilà, pour pouvoir développer un projet, éventuellement recruter des personnes clés qui manqueraient parce que on a des faiblesses, oui, effectivement. Petite incise sur ce que tu disais, il m'arrive de dire que en amour, on tombe plus amoureux des défauts de l'autre que des qualités. Parce que les qualités, c'est facile de les aimer. Les défauts, c'est compliqué de s'en accommoder. Et donc oui, si on montre ses défauts quelque part et qu'on dit que voilà, on a tous des faiblesses, c'est une forme de quelque part d'humilité, de sincérité qui peut ouvrir la porte de certains investisseurs. Ça veut dire qu'on va les travailler dessus. Oui, Donc ça bien permet sûr, aussi. bien sûr, bien sûr. Et les investisseurs, on peut aussi les solliciter pour leur dire comment vous pensez qu'on peut s'améliorer aussi. Et d'ailleurs, les grants sont très bons pour ça parce qu'ils vont vous dire tout de suite, votre business model, ça n'a rien à voir avec de la DeFi, par exemple. Ou alors, votre business model peut rentrer dans la DeFi parce que telle ou telle raison. Il y a des mécanismes qui sont intéressants. Et ta question qui était sur la DeFi, c'était. Nouveau moyen de financement. Donc, quelque part, on peut s'orienter dans Oui. la finance décentralisée Alors, pour se financer. Alors, pour illustrer la DeFi, j'ai écrit un article sur LinkedIn, si jamais vous voulez aller le voir, qui compare les changements d'état monétaire avec les changements d'état de la matière. Je m'explique. Le troc, c'était solide, les monnaies, c'était liquide, et les cryptoactifs, c'est gazeux. La DeFi, c'est le gaz. Et ça tombe bien, puisque les frais de gaz, c'est dans la DeFi notamment et sur la blockchain. Mais concrètement, ça veut dire que l'énergie nécessaire pour aller sur la DeFi est beaucoup plus importante que faire du troc ou le système monétaire classique. Donc la DeFi, c'est, alors, j'ai une proposition de valeur qui peut correspondre à énormément de personnes. Je peux réunir une communauté de plusieurs dizaines, si possible centaines de milliers de personnes. Et là, je suis assuré qu'en allant sur la DeFi, il y aura un intérêt. Autrement, la DeFi, c'est vraiment, pour moi, quelque part, un marché de niche. Et proposer du staking, ce qui est très souvent proposé, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça permet à des acteurs de rentrer dans la finance décentralisée Bien sûr, sans mais avoir l'autorisation comme dans le marché normal. bien sûr. Si on n'est pas une banque ou un institut financier, on n'a pas accès à tous les panels, Et tout le panel financier. Et pour l'instant, Pour l'instant. on verra après Mika s'il n'y a pas. Enfin voilà, parce que quand vous émettez un jeton, directement ou indirectement, c'est une dette, que vous le vouliez ou non. Donc ça rentrera dans un cadre économique qui va bouger et on verra bien ce qui se passe dans les futures années. C'est une forme. Après, contractuellement, effectivement, ça peut être un produit, ça peut être. Bon, bref. Donc voilà ce que je peux dire sur la Merci DeFi, c'est beaucoup. que c'est pas forcément pour tout le monde, mais que si un écosystème, je sais pas moi, Polkadot, Avalanche ou que sais-je, vous dit on est chaud de vous financer parce qu'il y a un intérêt pour nous et ça pourra rentrer dans la DeFi, oui, effectivement, il y a un intérêt. Justement, c'est cette perche-là que tu me t'as entendu. Je vais raconter une anecdote de quelques secondes. Il y avait un projet sur Avalanche, qui s'appelle Kaiku. Et j'ai posé la question, pourquoi tu as choisi, plutôt pourquoi l'équipe a choisi la blockchain Avalanche. Parce qu'à chaque fois, je pose la question, parce que les frais de gaz, ce n'est pas forcément le critère de sélection d'une blockchain, sérieusement, même si je comprends que derrière, il y a une économie. Il m'a dit tout simplement, on a une équipe technique encadrée, on a une solution de financement derrière,
Donc, on a un package avec eux. Donc, on a choisi, et ça, c'était vraiment sensé. Donc, quelque part, lorsqu'on choisit une technologie, on peut avoir de la part d'une marque de blockchain la possibilité d'avoir un fonds de garantie. Je reviens vers toi, cher Achille. Donc, tu nous as décrit un tout petit peu l'écosystème que tu es en train de créer, qui peut intéresser les entrepreneurs qui ont un excès de trésorerie, oui, ça arrive, ou qui sont en déficience de trésorerie. Tu as établi le LIOR S et le LIOR G. Quelles sont les nuances entre les deux? Quelle est la différence? Et d'ailleurs, c'est cette semaine que les souscriptions sont ouvertes. Est-ce que c'est bien ça? Alors, les souscriptions sont ouvertes depuis un certain temps, Voilà. mais en fait, on est en closing, on va dire comme ça en fait, puisqu'en gros, alors le LIOS, on l'a compris, c'était juste un token utilitaire dans l'écosystème qui jouait beaucoup de rôles. Voilà, et le LIOG, c'est un token d'investissement. Par contre, lui, en fait, tu l'utilises juste pour participer directement dans une boîte réelle en fait qui est listée. Voilà, c'est vraiment ça l'intérêt. Donc, la distinction elle est très claire à ce niveau-là. Et pour revenir sur la stratégie, avec la blockchain, il y a peu de frontières. Donc, je peux être ici en France et me développer complètement en Asie, par exemple, aux États-Unis ou au Canada. Donc, ça dépend de vous, ça dépend de nous. Donc, il ne faut pas se mettre des limites. En tout cas, via la blockchain, tout est possible. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc, on ne s'est pas du tout mis de limites. Donc, on est en train de déployer des filiales dans une cinquantaine de pays. En ce moment, on en a une dizaine qu'on annonce. Mais d'ici la fin de l'année, on devrait atteindre 25. Et sur les 2 ans de notre opération, on devrait toucher les 50. Voilà, donc ça, c'est une fait. L'autre aspect aussi important, Mehdi, comme tu l'as dit, en fait, en ce moment, on est en train justement de structurer ce qu'on appelait en fait les filiales. Donc, tous ceux qui ont participé à l'ICO, d'Ilior S, on a donc décidé expressément dans une politique monétaire déflationniste et valorisante de convertir 90% de la token en fait en equity. Donc du coup, ça va permettre non seulement à la monnaie d'avoir une belle valeur, mais en fait en retour, on leur permet justement de rentrer dans le projet en fait. Voilà, ils vont forcément jouer un rôle dans la gouvernance, dans le contrôle, dans la notation, exactement. Dans la Plus je participe, plus je peux avoir un mot à dire dans la Exactement. gouvernance. Voilà. Donc, du coup, on a souhaité limiter ça à 25 personnes pour ne pas faire trop, pas pays. Voilà. Donc, je pense qu'en France, on devrait être autour de 15. Je disais tout à l'heure à Cyril. Donc, on devrait boucler, en fait, voilà, dans pas longtemps. En tout cas, avant le 23. Puisque le 23 juin, c'est exactement la date à laquelle, en fait, on va lancer officiellement le marché premier, le marché secondaire. Et on devrait La lister. date de ta soutenance aussi. Et aussi la date de ma soutenance au mois de juin. Voilà, donc enfin, on a fait en sorte que tout coïncide au mois de juin. Comme ça, en fait, après, on prend les vacances et puis on revient à la rentrée. Voilà, donc du coup, je profite de cette antenne pour vous inviter aussi à cet événement qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale, justement, qui est un colloque qui sera super intéressant, le 23 de 14h à 17h. Donc voilà, on va partager l'information sur LinkedIn, les réseaux, on peut rester en connexion. Je crois qu'on a 200 places limite, mais bon, dans la limite des inscriptions, vous pouvez réellement y participer aussi à cette occasion. Donc voilà, c'est une invitation pour ceux qui sont sur Paris de participer à cette journée. Voilà. Merci beaucoup à toi, Achille. Donc là, je passe à la dernière parce que là, finalement, le temps avance et c'est très intéressant d'animer cette table ronde. Je vais passer à une question rapide, simple. C'est les recommandations. C'est comme un titre de conclusion. Et je peux te donner le micro, après je reviens vers toi après. Les recommandations, enfin, je pense que vous l'avez bien compris, effectivement, une levée de fonds, c'est important, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Je pense, mes camarades l'ont dit, pensez à la stratégie, pensez à votre produit, pensez à la manière dont vous vous positionnez. L'organisation de votre startup aussi est importante. Il est important de savoir s'entourer. Mathieu et Ben le disaient, enfin, je veux dire, on a des avantages comparatifs, on a des super pouvoirs, mais on n'est pas bon partout en fait. Mais votre job, c'est de savoir vous entourer en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très regardé, qui est très apprécié. Les investisseurs vous aideront sur ce genre de choses. Je te rejoins Ben quand tu dis que la transparence, effectivement, c'est un mode qui permet voilà, d'être beaucoup plus à l'aise en fait. Parce que, encore une fois, est quasi obligatoire, absolument. Et n'oubliez pas qu'encore une fois, c'est un business en fait. Les mecs, ils mettent leurs billes chez vous, c'est pas pour vos beaux yeux. Ils veulent retirer une certaine capitalisation, bénéfice tout simplement. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder, mais la levée de fonds, c'est pas obligatoire parce que, enfin voilà, vous êtes dans le dilutif et demain, potentiellement, vous pouvez perdre un peu le contrôle de votre boîte et vous retrouver en fait employé dans votre propre boîte en fait. Et lors du
Voilà, c'est souvent le cas, c'est vrai. Et lors du waterfall, en fait, donc lorsqu'on va redistribuer un petit peu les bénéfices liés à votre société, bah, souvent l'entrepreneur, bah, il se retrouve à zéro en fait. Et ça, c'est des choses qu'on ne vous dit pas en fait. Donc, je fais des levées de 100 millions, 200 millions, 400 millions, 1 milliard. Mais à la fin, une fois qu'on retire toutes les parts, tous les perspectives en En fait, fait. ceux qui acceptent, c'est que les personnes Eh veulent oui, juste avoir un petit ah oui, pécule et voilà, partir. Et c'est absolument. pas Les des investisseurs se investisseurs. paient en premier. Après, c'est vous en fait. Et souvent, le prix à payer est des fois difficile. Donc voilà, pensez à l'exécution de votre projet, à l'organisation, à la stratégie. Et surtout en cette période, lever des fonds, ça, je pense que ça doit venir dans une période, dans une phase 2 en fait. Profitez pour faire du bootstrapping, pour être dans des conditions qui vous permettent de vendre. On ne l'a pas évoqué, mais c'était un petit peu, dit de façon latente, mais le premier mode de financement pour votre startup, c'est de vendre. Ce sont vos clients. Donc, si vous trouvez une manière de vendre quelque chose assez facilement, intuitivement, D'ailleurs, ça marche. la communauté, elle sert à Voilà, ça. Hein. voilà. Et les levées de fonds, effectivement, peuvent. C'est clair. Voilà. Et après, ça marche, en fait. Voilà, je ne me le modise pas la parole. Je passe le micro à À Benjamin. Benoît, oui. Non, moi, je vais être très rapide. Ouais. L'idée, j'ai envie de dire, c'est de vous présenter sous votre meilleur jour. Et d'un point de vue assez large, c'est-à-dire déjà, c'est vos KPI, c'est à qui vous vendez, combien et comment, et surtout comment. Si vous ne savez pas comment vous vendez, pourquoi vous vendez, en fait, vous ne vendez pas, vous avez de la chance. Le deuxième point, c'est d'adapter sa stratégie à votre vision. Il faut que, si l'entreprise, vous voulez qu'elle fasse 2 millions de chiffres d'affaires par an et qu'elle ait 5 employés parce que ça me permet d'avoir mes jeudis après-midi et mes vendredis matins et que le week-end, je peux partir quand je veux dans les Alpes, bah, ne levez pas. Vous faites déjà assez d'argent pour pouvoir en vivre. Donc, la question, c'est dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux laisser? J'adore me poser une question, c'est à ma mort, qu'est-ce que je veux que les gens veuillent dire de moi? Vraiment, s'il vous plaît, posez-la vous. Parce que c'est important de savoir, ça vous remet aussi les pieds sur terre. Ok, en fait, j'ai pas envie de créer Google. Voilà, donc c'est des questions comme ça qu'il faut se poser. Et enfin, la position de force, elle se matérialise par des éléments qui sont hyper précis. Votre chiffre d'affaires, le nombre de produits que vous avez aussi, le nombre de personnes que vous avez dans l'entreprise, et surtout la preuve sociale. C'est votre place dans l'écosystème. Il y a un écosystème qui vous précède. S'il n'y a pas d'écosystème, c'est peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit ou que vous ne l'avez pas assez bien analysé. Mais mappez les gens qui comptent, mappez les organisations, les Finance Innovation si vous êtes dans la finance, mais il y a la DAN, il y a d'autres groupes qui existent. Tous ces groupes-là, vous devez en faire partie, vous devez vous faire valoir, vous devez vous montrer, ce qui fait que vous allez créer des postes, les gens vont parler de vous, mais c'est surtout que après, vous allez parler de vos clients et c'est vos clients qui vont justifier votre position. Et c'est ça qui, à la fin, va vous donner la force de pouvoir tenir tête aux investisseurs. Parce qu'en fait, c'est tout le jeu, c'est un rapport de force systématique où si vous n'êtes pas assez puissant ou vous ne donnez pas assez l'air d'être puissant, bah, du coup, on va vous manger. C'est obligatoire. Merci, Benjamin. À toi, Mathieu, un mot de la fin. Oui. Et il faut manger 5 fruits et légumes par jour, c'est important pour les recommandations. Non, blague à part, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je dirais que il y a toujours un fusible dans une organisation, c'est souvent le CIO. Si vous êtes prêt quelque part à sauter, vous pouvez y aller. Mais sinon, n'essayez pas de refiler la patate chaude à un autre membre de votre équipe, parce qu'en fait, si vous suivez vous et que vous êtes CIO, c'est parce que il s'attend à ce que ce soit vous qui serviez de fusible. Si les rôles s'échangent, tôt ou tard, peut-être qu'il prendra votre place ou peut-être qu'il partira, ce fameux collaborateur, parce que je le vois souvent ça. Que dire d'autre? Tout est dit. Après, on va poser une ou deux questions au public après. Achille, rapidement, qu'est-ce que tu peux nous dire en conclusion de ta plaidoirie, de ton projet, de conseils pour les entrepreneurs? Petit conseil, comme c'était dit, je pense que la finance, c'est la stratégie. Il faut penser long terme. Voilà, lever les fonds n'est pas une obligation. Il faut le faire quand on en a besoin. Et justement, au niveau des tokens, on n'en a pas parlé en fait pour faire le choix soit d'un titre classique, soit d'un token. Mais par contre, si vous voulez faire par les tokens, il faut définir très clairement en fait les droits et avantages associés en fait à la détention des tokens.
Voilà, et puis, il faut surtout travailler sur son projet. Il ne faut pas se presser. L'entrepreneuriat ou l'entreprise, c'est la vie, c'est un choix de vie. Ce n'est pas juste un passe-time. Donc, il faut rester fondamental, il faut bâtir, il faut construire. Et par expérience, lorsque vous êtes focus, quand le succès il arrive, c'est comme les vagues de la mer, ça vous propulse. Vous ne savez pas d'où ça vient, mais en fait, vous êtes propulsé en fait. Mais ça marche à une seule condition, si vous restez au focus en fait sur votre projet, que vous n'êtes pas ni à gauche ni à droite. C'est vraiment très important de rester concentré sur son projet. Merci beaucoup, merci à vous. Donc, quelque part, on a établi des conseils, des recommandations et surtout une stratégie. Et n'oublions pas, le mot stratégie a été inventé pour les militaires, ce qui est l'optimisation des ressources. Et après, elle était empruntée pour l'entreprise. Donc, si vous avez une ou deux questions avant de vous libérer pour d'autres tables rondes, n'hésitez pas, je viendrai vous donner le micro. Ouais. Donc, tout récemment, la nouvelle loi MiCA européenne a été validée par le Parlement européen. Et par rapport à cette confirmation de législation, comment vous vous situez avec tous vos outils et vos méthodes de financement dans effectivement la classification définie dans MiCA? J'ai vu qu'il y avait des différences entre le fait d'être issuer ou plateforme d'échange, et vous vous situez où et quel est l'impact éventuel pour les candidats à financer? Très bien. Alors, je commence. Bien. Alors, MiCA, c'était un règlement en fait super important. Je pense que c'est, c'est le premier règlement en fait un vrai au niveau qui réglemente au plan européen, mais aussi au plan mondial justement ce secteur des cryptoactifs. MiCA concrètement réglemente quoi? Réglemente d'abord les émetteurs, comme ça a été dit, et ensuite alors on a les émetteurs et les plateformes, donc les acteurs. Voilà, les acteurs. Donc, du coup, au niveau de MiCA, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que concernant les émetteurs qui émettent les monnaies, il y a une catégorisation d'actifs qui a été structurée. Mais attention, MiCA ne réglemente pas pour l'instant les NFT. Donc, on est exactement dans des cas d'usage tels que les ICO, donc les tokens utilitaires, donc réglementés. Aussi, les tokens qui ont une visée monétaire, donc les stablecoins réglementés. Et pour finir, on a aussi des cryptos qui s'adossent à des actifs qui existent aussi. Voilà. Donc ça, c'est MiCA, de façon générale, sur la partie monétaire. Sur la partie des acteurs, voilà, dès l'instant où vous visez un public de plus de 150 personnes, il faut nécessairement solliciter en fait un agrément. Si vous êtes en fait en gestion privée, par contre, ça peut passer. Mais dès l'instant où vous passez en gestion publique, c'est-à-dire vous faites une vente ouverte, en ce moment-là, il faut réellement, voilà, et tout ça. Et pour terminer sur les acteurs, alors on a plusieurs types d'acteurs. Ce que MiCA n'a pas réglementé, par contre, j'en parle justement dans ma thèse et dans mon ouvrage qui va sortir, c'est que sur la plateforme de négociation des cryptoactifs, j'ai trouvé en fait la réglementation un peu lassiste parce qu'il n'y a pas une spécification. Aujourd'hui, on sait les différents types de plateformes. On a des plateformes décentralisées, centralisées, des plateformes AMM et OTC. Et MiCA n'en parle pas en fait. Et du coup, voilà, ça crée un flou en fait à ce niveau-là. On risque de mettre tout dans le même pot. On sait très bien que les plateformes qui ont craché étaient plus des plateformes centralisées qui conservaient le fonds de leurs clients. Donc, il faut mettre en place une réglementation spécifique. Donc, moi, j'en parle. Je vais créer justement la réglementation sur ce point-là. Et pour terminer sur ce qu'on fait, donc, nous, justement, on est justement dans la visée de la réglementation puisque MiCA sera effective en 2024. Je crois fin 2024. Donc, il y a tout un temps pour se mettre à jouer. Tout le marché, il est en train de prendre en France. On n'est qu'à 13% de Français qui ont justement des cryptoactifs. Donc, c'est embryonnaire, mais très certainement, c'est la nouvelle économie. Voilà un peu ce Merci que je beaucoup à vois toi. dessus, MiCA. Je pense que c'est. Tu veux rajouter quelque chose? Concernant les NFT, on dit que les NFT ne sont pas dans MiCA, mais il y a des NFT qui ressemblent à des tokens. Je donne l'exemple de part de n'importe quelle société ou actif représentant un actif réel comme de l'immobilier ou autre. Si en fait c'est la même valeur et que ça représente juste un jeton différencié dans un programme ou dans une société, il y a de très grandes chances que ça rentre dans MiCA. Enfin, ou alors, soit que ça rentre dans MiCA, soit que ça soit du financier classique. Et du coup, Juste un petit ajout par rapport à ce qui a été dit qui est absolument parfait sur le règlement lui-même. Maintenant, c'est plutôt dans la prospective. C'est OK, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant et pourquoi justement tous ces sujets-là ont été
non traités. Déjà, il y a un manque de compétences, je pense. Ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe et les implications dans la finance traditionnelle. Il y a un problème au niveau de comment est-ce qu'on va calibrer ça avec les règles existantes pour pas qu'il y ait de divergence et de concurrence déloyale. Ça, c'est très important dans le droit européen, donc c'est pour ça qu'ils sont assez tendus sur le sujet. En revanche, il y a un gros point dans la finance décentralisée, et sur le sujet financier, pas sur le reste. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste des autres sujets, donc je me cantonne à ça. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a très peu de temps, ils viennent d'interdire le stacking. Le stacking, pour le monde financier, c'est ce qui permet de reproduire le monde traditionnel des banques. Voilà. Donc, si on l'interdit en Europe, on ne pourra plus fournir de services financiers décentralisés en Europe. Et tu as bien dit, c'est ça le problème. Banques. Parce que les banques Ouais. ont un grand Donc, pouvoir. savoir si on peut échanger des cryptos, on n'en a rien à faire. Parce que du coup, on ne pourra même plus proposer de services qui rapportent de l'argent. C'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, toutes les plateformes d'échange se financent exclusivement par deux biais. D'abord le stacking et ensuite les futurs. Les futurs, on n'a pas le droit en France. Parce qu'on n'est pas. Ça reste quand même un produit financier assez dangereux, quand même, le futur. Mais non, c'est mais spéculatif. dangereux ou pas dangereux, on n'en est pas dans là. la finance traditionnelle, je ne parle pas de la finance Bien sûr, décentralisée. monsieur, mais que ce soit l'un ou l'autre. Très volatile. Le stacking, vous pouvez le perdre de la même manière. Il suffit de regarder FTX et vous avez perdu vos fonds. Donc, c'est le même sujet. La question, c'est que si vous n'en avez pas un des deux déjà en France et qu'on vous enlève le deuxième, vous faites comment de l'argent? Très bien. Je pense qu'on est arrivé au bout. Je te laisse rapidement parce que le maître de conférence me dit Oui, on est un peu en retard. FTX, c'était aux Bahamas et Mika ou pas Mika, ça n'aurait rien changé. Voilà. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Je suis vraiment ravi. Merci. J'espère que ça vous a plu. Et on vous donne rendez-vous dans d'autres conférences. Donc, le temps que vous pouvez respirer un peu. Et vous allez avoir toute la journée à une autre conférence choisie pour vous. Merci à vous.